Bonjour à tout le monde. Merci de participer à cette dernière séance de l'année. Fin d'une première étape. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de dire que ça continuera l'année prochaine. À peu près en début, les cours auront lieu en janvier-février 2024. Ça sera le même titre, la transition énergétique. Numéro 2 ou le retour, enfin ce que vous voulez. Et on continuera sur ces sujets-là. Dernier sujet que je voulais traiter, c'est une question qui me préoccupe depuis longtemps et qui, d'une certaine façon, justifie aussi les travaux de recherche que nous menons dans mon laboratoire. C'est la question du stockage de l'énergie. J'ai toujours pensé, à partir du moment où je me suis préoccupé de ces questions d'énergie et de transition énergétique, qu'il n'y aurait pas de vraie révolution énergétique sans révolution dans la question du stockage d'énergie. C'est une question qui a parfois été oubliée, parfois traitée de façon légère, plus récemment considérée, mais c'est une question absolument clé de mon point de vue de la transition. Alors, je vais... Oui, d'ailleurs, j'avais oublié que j'avais mis que c'était dans le titre, une question clé, je viens de le redire. Et je vais vous parler de la problématique du stockage et en particulier d'un travail, une sorte de travail de recherche que j'ai fait avec Dominique Grand, qui va poursuivre ensuite pour nous parler d'un problème particulier qui vient de la comparaison de nos travaux avec ceux de RTE sur ces questions-là. Juste pour dire comment nous avons démarré les choses, en fait, il nous est apparu que les gens évoquaient parfois le stockage de l'énergie sans nous dire exactement dans les scénarios, de façon précise, au fond, quelle était la quantité d'énergie qu'il fallait stocker dans des hypothèses de fort déploiement d'énergie renouvelable, donc intermittente. Et donc, c'était cette question-là que nous avons traitée, et c'est de ça dont je vais parler. Alors, évidemment, la première chose qu'il faut savoir, c'est que l'électricité ne se stocke pas, et donc il faut assurer en permanence un équilibre entre la production qui est fournie par tout un tas de moyens de production électrique et la consommation par les particuliers et les entreprises. Entre les deux, il y a évidemment tout le transport, la distribution, les interconnexions, je ne détaille pas ça, mais il faut en permanence cet équilibre, et cet équilibre est absolument clé pour maintenir en permanence la fréquence du courant alternatif de notre réseau qui est de 50 Hz. Et c'est la fréquence du courant qui circule dans le réseau de transport électrique européen. Alors, il y a évidemment un organisme qui s'occupe de faire cet équilibre. Certains le savent, d'autres ne réalisent pas qu'à tout moment, à cet instant précis, il y a des gens quelque part qui équilibrent offre et demande. Et dans des situations de déséquilibre, alors cet organisme, c'est RTE, justement, Réseau et Transport de l'électricité, et dans des circonstances de déséquilibre, RTE dispose d'un certain nombre de ce qu'on appelle des réserves primaires, secondaires, tertiaires qui peuvent être déclenchées à des vitesses différentes, des temps différents. Il faut avoir la capacité de réagir très vite pour faire cet équilibre. Donc il y a une réserve primaire qu'il faut déclencher en moins de 30 secondes. Et pour le moment, évidemment, dans un contexte aujourd'hui, vous allez voir, où il y a peu de solaire et d'éolien, donc de production intermittente, la pression n'est pas très forte aujourd'hui. La question que je vais aborder pour vous, c'est qu'est-ce qui se passe dans des situations de plus grande part des intermittentes. Aujourd'hui, c'est essentiellement les STEP, les stations de transfert d'énergie par pompage, qui assurent ça, et les interconnexions européennes. Il y a des réserves, secondaires, je ne rentre pas dans le détail, secondaires et tertiaires, voilà, à déclencher en moins de 15 minutes, puis moins de 30 minutes, à nouveau pour cet équilibre.
Et ce sont des groupes de production, alors au-dessus d'une centaine de mégawatts qui existent, qui doivent contribuer par une partie de leur production à cet équilibre. Voilà comment ça fonctionne. Alors quand on regarde quels sont les moyens dont dispose un pays, évidemment je vais prendre le cas de la France, pour équilibrer l'offre et la demande, donc c'est ces moyens dits de flexibilité, hein. C'est-à-dire, quand je vais utiliser le mot de flexibilité ou de pilotabilité, ça veut dire que je vais parler de moyens de production dont on peut augmenter la production assez rapidement ou baisser la production assez rapidement. C'est ça la pilotabilité ou la flexibilité. Donc vous avez tout ce qui est centrale pilotable, quand vous en avez. Donc les centrales thermiques de type gaz-charbon sont l'exemple même de centrale pilotable. Donc ça, c'est facile. Vous tournez le bouton, ça augmente, ça descend, c'est facile. C'est ce qui fait que dans un univers de fossiles, cet aspect-là est assez facile à gérer. Le nucléaire a en partie une certaine flexibilité. Je vous montrerai un exemple. Il y a la demande sur laquelle on peut jouer. On peut demander aux particuliers, aux entreprises, de consommer moins à un moment donné, de consommer plus. Vous avez les échanges avec les voisins. Il y a des interconnexions en Europe, il y a des réseaux électriques et à tout moment, il y a des échanges, donc import d'électricité, export d'électricité. Et puis vous avez les stations donc, de transfert d'énergie par pompage, les STEP, qui est aujourd'hui, donc là, en France, la première capacité d'équilibre. Les STEP, c'est ça, c'est deux bassins à des hauteurs différentes. C'est la transformation, l'intertransformation d'énergie électrique et d'énergie mécanique. Quand vous avez trop d'électricité, vous faites remonter de l'eau ici, et quand vous avez, évidemment, l'énergie électrique permet cette remontée de l'eau, et quand vous avez insuffisamment d'électricité, vous relâchez de l'eau qui font tourner des turbines et produisent de l'électricité. Voilà le principe. Juste un mot, le nucléaire a une certaine flexibilité. EDF a travaillé pour rendre ces réacteurs un petit peu flexibles. Ici, voilà un exemple, c'est un jour de septembre 2015, c'est la centrale de Golfech, et comme vous le voyez, c'est un réacteur de 1300 MW. Vous avez la possibilité, vous voyez, en moins de 30 minutes, c'est presque, donc c'est 30 MW par minute, de baisser la production d'un réacteur et de le remonter à peu près à la même vitesse. Et vous voyez ici, c'est fait 2 fois en 24 heures. Donc, alors on ne peut pas descendre trop bas, la limite c'est quelque chose comme 20% de la puissance du réacteur, et on ne peut pas non plus le faire trop souvent. Il faut faire attention évidemment aux points chauds, aux ébullitions, aux dégradations du combustible, ça fait plus d'usure, donc ce n'est pas aujourd'hui la meilleure façon de procéder, et donc ça se fait en partie, et donc vous voyez bien que pour le moment, STEP, donc les choses classiques, STEP et pilotabilité par des centrales thermiques, gaz et charbon, c'est ce qu'il y a de mieux pour faire cet équilibre. Ça, je reviens là-dessus, vous allez dire c'est une obsession, mais c'est à nouveau pour montrer exactement... alors ceux qui l'ont vu déjà auront compris, ceux qui ne l'ont pas vu, c'est pour illustrer. Ça montre bien les choses. Dans un pays qui a introduit, alors ici c'est l'Allemagne, qui a beaucoup de capacités d'éolien et de solaire, c'est ce que vous voyez en vert, c'est les puissances installées. Vous voyez, depuis 2000, une croissance très très forte des puissances installées. Une baisse du nucléaire, ça c'est 2020, mais vous savez qu'en 2023 c'est 0. Eh bien, ce que vous voyez, c'est que les capacités de sources pilotables, ici gaz et charbon, n'ont pas bougé, parce qu'on a besoin, en absence de stockage, donc il n'y a pas de stockage en Allemagne,
Donc la question du stockage n'a pas été réglée. Je ne sais pas très bien si elle a été traitée, mais en tout cas, elle n'a pas été réglée. Et, et je l'ai dit la dernière fois, si elle n'a pas été traitée, si elle n'a pas été réglée, c'est sans doute qu'elle a été traitée, mais que les solutions sont extrêmement difficiles à l'échelle qui est nécessaire. Et en même temps, il ne faut pas dire... enfin, ceci, c'est de la puissance. Donc, il faut aussi comprendre que ce ne sont pas des centrales qui sont utilisées en permanence. Et d'ailleurs, ça se voit bien sur la courbe au-dessus, puisque en termes de térawattheure d'énergie, vous voyez que cette quantité d'énergie ici, voilà, charbon a baissé. Hein, donc ça veut dire que ces centrales ne sont utilisées, certaines de ces centrales ne sont utilisées que au moment des besoins d'équilibrage. Le gaz, par contre, ici, vous voyez, en rouge, a peu bougé. Donc les centrales à gaz sont utilisées presque en permanence. Et ce qui explique à nouveau que dans des situations de stress, je veux dire de situations où il y a peu de production intermittente, éolienne, solaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vent, il fait nuit, etc. C'est à nouveau, pour illustrer ça, c'est ce que j'avais déjà démontré, dans un pays qui a beaucoup de quantités installées, ici 60 gigawatts, c'est toujours l'Allemagne, mais qui est à un moment où il n'y a pas de vent et de soleil, toutes ces capacités ne servent à rien. Et dans un monde où il n'y a pas de nucléaire, parce que ce jour-là, il y avait du nucléaire parce que l'Allemagne n'avait pas fini de dénucléariser, et qu'il n'y a pas de stockage, pour ainsi dire, à part un peu d'hydro, voilà, c'est charbon et gaz qui permettent de fonctionner. Voilà, c'est ça le principe. Alors, en France, alors là, je commence à vous montrer certaines figures, donc... on avait élaboré, enfin c'est un travail qu'on a fait avec Dominique Grand, et qui est représenté de la façon suivante. Donc on prend les chiffres de 2019, vous voyez, consommation électrique 470 TWh, pardon, grande partie nucléaire, hein, c'est en 2019, le nucléaire marche bien, on a eu un problème en 2022, mais ça revient. Et puis, ces quantités-là, des autres sources d'énergie, 34 TWh d'éolien, 12 de solaire, bon, aujourd'hui c'est un peu plus, hein. L'hydro à 60 TWh, ça n'a pas bougé depuis un certain temps et ça ne va pas bouger pour un certain temps, et une biomasse autour de 10 TWh. Voilà ce qu'on a, et grâce aux données de RTE, on peut, alors ça c'est Dominique qui a obtenu ces courbes, on peut établir ce genre de représentation de la consommation et de la production énergétique. Et vous voyez que du 1er janvier au 31 décembre, la production en rouge est légèrement différente de la consommation en bleu, et que la différence doit être réduite à 0, hein, c'est équilibré. Et vous voyez assez naturellement, à droite et à gauche, donc fin de l'année, début de l'année, c'est l'hiver, il fait froid, et donc la consommation est plus élevée que la production, et à l'inverse, dans la période printemps-été, c'est la production qui est plus élevée, et donc il faut équilibrer tout ça. Mais les différences sont faibles. Alors, il y a de la variabilité à l'échelle, hein, de la journée, etc. Mais les différences sont faibles, ce qui fait que le calcul que nous avons fait, c'est que en totalité, c'est à peu près 11 TWh dans cette année 2019 qui ont été stockés, entre guillemets, stockés ou effacés, et qui ont été redonnés pendant les périodes où il y en avait besoin. Et la contribution des STEPS est majoritaire, c'est autour de 7-8 TWh par an. Et le reste, ce sont les centrales thermiques pilotables. Alors, vous savez, en France, on n'a pas beaucoup de centrales thermiques, hein. Le charbon vient de fermer, presque. Et il y a un peu de gaz, et ça suffit, en tout cas dans une situation comme aujourd'hui, avec beaucoup de nucléaire.
les échanges transfrontaliers, mais globalement, nous sommes exportateurs, à part cette fameuse année 2022 un peu critique. Et puis, on joue un petit peu sur la demande. Voilà. C'est ça la situation de la France aujourd'hui. Il y a des situations extrêmes que je représentais ici. C'est une pointe. En France, la pointe est autour de 95 gigawatts. Vous voyez, et c'est ce genre de puissance maximale dans l'histoire de l'électricité française. C'est à peu près cette puissance-là. Et vous voyez ici que cette puissance, c'est essentiellement, si vous prenez cette partie-là, ça c'est autre usage résidentiel, autre usage tertiaire ici. Donc c'est essentiellement le résidentiel et le tertiaire, parce que ça c'est le chauffage, et l'industrie. Pour les 3/4, c'est ça. Hein, c'est la production de chaleur et l'industrie. Et aussi de la chaleur dans l'industrie. Et dans une situation où vous avez beaucoup de nucléaire, évidemment, ici, vous voyez, c'est un chiffre 2017, c'est une situation où il y avait besoin de 95 gigawatts. Le nucléaire est à 50, vous avez du gaz et du charbon, vous avez de l'hydraulique, ça c'est les grands contributeurs. Un peu ici d'éolien, un peu de solaire, c'est un moment où il y en avait un peu. Et puis, avec des interconnexions, vous arrivez à 95 gigawatts. Voilà comment on procède. Alors, il s'avère que les choses changent dès lors que vous imaginez un monde avec plein d'intermittentes. Et ça, vous l'avez déjà vu, je ne rentre pas dans le détail, mais juste pour vous montrer que nous vivons aujourd'hui en France dans une réflexion sur la transition énergétique qui est fondée sur deux choses, une très forte hypothèse de baisse de la consommation, dont sur laquelle j'ai donné mon point de vue, qui est, je le répète, que cette baisse de consommation est excessive, et d'autre part, une part extrêmement importante d'électricité, donc une augmentation de la part électrique, mais surtout dans la partie électrique, vous voyez ces chiffres, disons entre 400, enfin, il y a plusieurs scénarios à 600, 700, etc. Mais surtout, le fait qu'il y a beaucoup de scénarios, vous voyez, 0, 0, 0, 0, 0, il y a beaucoup de scénarios qui évoquent des systèmes sans nucléaire, et évidemment sans fossiles, puisque ce sont des hypothèses 2050, il faut tout décarboner, donc il n'y a plus de fossiles. Et on a imaginé, on continue, certains à imaginer, et j'ai aussi donné mon point de vue là-dessus, sur l'absurdité de cette hypothèse, mais de 100% d'énergie intermittente. Mais on va voir comment on peut traiter cette question. Je mentionne ici nos scénarios sur lesquels je vais donner les résultats. C'est 1500 TWh, donc une baisse faible, hein, en 2050, 50% d'électricité, comme à peu près tout le monde, vous voyez. Et deux scénarios, un avec 0 et un avec 50% de nucléaire, qui correspond à certains scénarios de RTE. Et ça aussi, j'en ai parlé, et puis ensuite j'attaque vraiment la question du stockage. Pourquoi on parle de stockage? Parce que finalement, tout le monde est d'accord, et assez curieusement, avant 2021, on parlait de tous ces scénarios, 100% d'énergie intermittente, facile, il n'y a qu'à Faucon, sans poser tellement la question des conditions. Et puis est arrivé ce rapport RTE, Agence internationale de l'énergie, que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, qui nous dit, pour la première fois, quelles sont les conditions requises pour avoir beaucoup de ces énergies intermittentes. Et évidemment, hein, vous le comprenez très bien, dans ces... il y a plusieurs choses hein, dans ce rapport. Ça, ce n'est pas négligeable. Hein. J'ai pris une phrase de ce rapport. Hein. Plus de 90% des technologies nécessaires pour atteindre la neutralité carbone sont au stade de la recherche et du développement et ne sont pas matures industriellement. D'accord ? À nouveau, pour atteindre les échelles requises. Mais il y a surtout le fait qu'il faut développer massivement le stockage d'énergie. En effet, quand il n'y a pas de soleil, et ça arrive souvent,
dans une journée, et quand il n'y a pas de vent, il faut avoir de l'énergie qui a été stockée pendant les périodes où il y avait beaucoup de vent, beaucoup de soleil, en excès par rapport à notre consommation. Voilà. Alors, à nouveau, quels sont les alors, je ne vais plus parler des centrales pilotables pendant un certain temps, je ne vais plus parler de la demande, des échanges transfrontaliers, mais de stocker ces énergies en excès pour les redonner lorsqu'elles manquent. Et donc, vous avez en gros trois grandes familles de stratégies de stockage. Vous avez le stockage électrochimique, c'est les batteries électriques. Vous chargez des batteries quand il y a un excès de production électrique, et quand il en manque, vous les déchargez, ces batteries. Évidemment, tout ça ne se fait pas avec des rendements de 100%, hein, je le redirai tout à l'heure, il ne faut pas l'oublier. Parfois, c'est oublié. Il y a le stockage chimique. Là, vous transformez de l'énergie électrique en énergie chimique, c'est-à-dire en transformant une molécule en une autre, et la création de liaisons chimiques et le mécanisme de stockage de l'énergie. L'énergie électrique que vous avez introduite pour cette transformation se retrouve dans les molécules qui sont produites. C'est le cas voilà, des I-carburants, de l'hydrogène, etc. Et puis vous avez le stockage hydraulique, c'est les STEP dont j'ai déjà parlé. Alors juste un mot sur ces stockages électrochimiques et chimiques. J'aime bien montrer pour bien comprendre les choses. Si vous voulez une molécule chimique qui stocke l'énergie, évidemment, l'idéal, ce sont des molécules qui ont une très forte densité massique et une très forte densité volumétrique, c'est-à-dire le plus d'énergie possible dans le plus petit volume, dans la plus petite masse. Donc, lorsque vous rapportez cette densité d'énergie volumétrique en fonction de la densité d'énergie gravimétrique, l'idéal, c'est d'être ici en haut à droite. Et qu'est-ce qu'on trouve là ? Eh bien, malheureusement, on retrouve nos fameux fossiles. C'est pour ça, toute l'explication est là, hein, de pourquoi on dépend tant de nos fossiles, parce qu'il n'y a rien de mieux, et il n'y aura jamais rien de mieux que les fossiles pour contenir de l'énergie dans un petit volume et dans une petite masse. Où sont les batteries ? C'est une catastrophe. Elles sont ici. Voilà, c'est juste une réalité. Donc déjà, quand on voit ça, on voit très bien que le stockage électrochimique, dont on va parler, hein, qu'il faut prendre en compte, mais est très très loin d'assurer la même chose que les fossiles. Puis vous avez d'autres choses. Vous avez l'hydrogène. Alors l'hydrogène, c'est nettement mieux que les fossiles, vous voyez, parce que là, l'échelle a été coupée. Ici, on est autour de 40 mégajoules par kilo. Ici, on est à 120. Formidable. Sauf que c'est tout en bas alors qu'on voulait que ça soit tout en haut, parce qu'évidemment, c'est un gaz. Ce n'est pas un volume. Donc, par unité de volume, c'est une catastrophe, l'hydrogène. Donc, il faudra introduire, quand on parle de l'hydrogène, des étapes de liquéfaction ou de compression. Et puis, vous avez certaines molécules. Voilà, l'éthanol, vous voyez, par exemple, ici. Voilà. Et donc, si on peut, est une molécule intéressante qui a une certaine densité, une bonne densité massique et volumique. Et donc, si vous produisez à partir de certaines réactions, par exemple valorisation du CO2, et vous transformez ça en éthanol, eh bien, à partir évidemment de ces énergies solaires et éoliennes, vous avez fait acte d'une réalisation de stockage qui est intéressante. Mais vous voyez, tout est là. Juste à nouveau pour dire, un peu concrètement, comment on imagine un monde avec tous ces moyens de stockage. Donc, stockage électrochimique, c'est un système dans lequel vous avez par exemple des méga-batteries, lithium-ion. Vous avez à côté des éoliennes, l'électricité rentre dans ces batteries, vous chargez les batteries, et puis quand il n'y a plus de vent, ces batteries se déchargent pour fournir de l'électricité au réseau. Le stockage chimique, c'est par exemple des électrolyseurs,
Des électrolyseurs, c'est-à-dire c'est un dispositif électrochimique avec des électrodes, vous faites passer un courant électrique et vous décomposez l'eau en hydrogène, et l'énergie électrique que vous avez introduite ici se retrouve dans l'hydrogène. Là aussi, avec des rendements dont je dirais qu'ils ne sont pas très bons, mais la situation est là, et donc c'est un système dans lequel vous avez, par exemple, des panneaux photovoltaïques, un parc de panneaux photovoltaïques, et à côté, vous envoyez ces électrons, à côté, vous avez un électrolyseur qui décompose l'eau en oxygène, vous stockez l'oxygène et l'hydrogène, et ensuite, cette énergie-là peut rester des mois dans ces bonbonnes jusqu'à ce que vous réutilisiez l'hydrogène comme un carburant, je le redirai. Puis vous avez les steps, j'ai déjà montré cela. Il y a une chose à laquelle il faut bien faire attention, c'est que ces moyens de stockage n'ont pas la possibilité d'intervenir dans n'importe quelle échelle de temps. Vous voyez, ici, le pompage hydraulique, hein, donc les steps, voilà, c'est utile en termes de stockage entre... enfin, c'est comme ça que c'est utilisé entre quelques heures, quelques minutes et une semaine. Les batteries, le problème, c'est que vous ne stockez pas de l'énergie électrique dans une batterie en été pour le redonner au mois de janvier. Ça ne marche pas. Donc, vous avez, potentiellement pour gérer du stockage à l'échelle du jour et de la semaine, c'est-à-dire stocker à un moment donné, ressortir le lendemain ou une semaine plus tard, vous avez les steps, les batteries, les échanges transfrontaliers. Alors, pour ce qu'on appelle le stockage intersaisonnier, donc stocker en été pour redonner en hiver, eh bien l'hydrogène, en effet, théoriquement, est une bonne solution parce que vous mettez votre hydrogène dans les bonbonnes et vous attendez 6 mois. Il y a toujours le même hydrogène, enfin, sauf si vous avez une bonbonne qui fuit, mais ce qui est un sujet hein, pour l'hydrogène, hein, parce que ça diffuse beaucoup. Il faut des réservoirs tout à fait particuliers. Mais néanmoins, vous ressortez l'hydrogène ensuite dans une pile à hydrogène qui redonne de l'électricité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Comment on peut imaginer? Tout ça n'existe pas vraiment, hein, évidemment, à l'échelle requise. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Alors, on peut imaginer des méga-batteries. Peut-être qu'il y a des choses plus récentes, mais ça, c'est assez récent. J'ai pris, voilà, ça, c'est pas une vue de l'esprit, hein, c'est une réalité. C'est l'installation Tesla Megapack, qui, à ma connaissance, est la plus grande méga batterie sur la planète. Ce sont des batteries lithium-ion. Hein, alors, l'intérêt des batteries lithium-ion, c'est les bons rendements de charge et décharge. Hein. Ici, on a pris 80%, vous verrez dans les calculs. Voilà, donc il y a une puissance de 182 MW pour cette méga batterie. Ça stocke et ça délivre 800 MWh en 4 heures. Et donc, retenez ce qu'il y a en dessous maintenant, parce que je l'utiliserai ensuite. Imaginez donc qu'on installe, il y en a 0 en France, hein. Imaginez qu'on installe 100 installations de ce type-là en France. Ça nous donne, je ne rentre pas dans le détail des calculs, tout ça est dans notre publication, et peut-être à certains endroits j'aurais pu le mentionner, c'est l'article qu'on a publié dans les comptes rendus de l'Académie des sciences en 2021 avec Dominique, où on explicite ces calculs, et donc ça fait une capacité de stockage de 12 TWh sur un an. C'est-à-dire qu'avec ces 100 mégabatteries, vous stockez 12 MWh. Alors vous vous souvenez, en France, 90 et 2019, c'était 11 TWh, donc c'est l'équivalent de ce qu'on stocke aujourd'hui, c'est 12 TWh. Voilà. Pour donner un ordre de grandeur. Hein. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la stratégie Vehicle to Grid. Alors, c'est un truc assez spécial dont on parle, qui va être très très difficile à mettre en œuvre, mais il faut y penser. En tout cas, avec Dominique, on a pris en compte cette possibilité-là. C'est
c'est en fait d'utiliser votre voiture électrique comme outil de stockage par RTE, de flexibilité. Quand il y a un excès d'électricité, RTE envoie l'électricité dans votre voiture, et quand il en a besoin, il pompe l'électricité de votre voiture. Alors, évidemment, pour que ça ait un sens, il faut qu'il y ait beaucoup de... S'il n'y a qu'une personne qui a une voiture électrique, ça ne marche pas bien. Donc, il faut beaucoup de véhicules électriques, et par ailleurs, évidemment, il faut que le propriétaire du véhicule électrique soit d'accord, c'est-à-dire qu'au moment où il part, RTE ne vient pas juste de lui pomper toute son électricité, évidemment qu'il soit probablement rémunéré pour ce service. Alors, est-ce que c'est possible, cette idée-là ? Je vous rappelle qu'il y a à peu près 600 000 véhicules électriques en France sur une base de 39 millions de véhicules, dont 32 de véhicules particuliers, hein, millions de véhicules. Et je fais l'hypothèse alors que à l'échelle 2050, on soit toujours à 30 millions de véhicules, qu'il y ait 15 millions de véhicules électriques. Alors, on a fait cette hypothèse pour 2050. RTE, d'ailleurs, fait la même hypothèse, mais en disant que ça sera 2035, mais c'est juste pour vous donner des ordres de grandeur. C'est 15 millions de véhicules électriques sur la base de... Alors, on a pris ces chiffres-là, une batterie lithium-ion qui peut charger 50 kWh d'énergie, de 40 kW, en faisant une autonomie de 400 km par cycle, ce qui fait qu'une consommation du véhicule électrique, c'est 2200 kWh par an sur la base, et c'est la base connue en France, une voiture en moyenne circule 13 000 km par an. Sur cette base-là, ça fait une consommation de 33 TWh, c'est une batterie assez lambda, hein, ça. 33 TWh, ça veut dire que si vous avez 15 millions de véhicules électriques, en quantité d'énergie dont vous avez besoin, c'est l'équivalent à peu près de 6 réacteurs nucléaires. C'est à peu près aussi ce que dit RTE. Bon, c'est un chiffre intéressant parce que ça veut dire que si on a du nucléaire, il faut rajouter à tous nos réacteurs nécessaires pour produire de l'électricité pour tout le monde, 6 réacteurs rien que pour la voiture électrique. Et puis la deuxième hypothèse, qui est la clé de l'affaire, c'est qu'il y a eu une sorte de découverte, c'est que finalement les batteries électriques sont beaucoup plus durables qu'on ne l'anticipait auparavant. Et on a un retour d'expérience, notamment grâce aux batteries Tesla, et notamment les batteries Panasonic qui étaient, je ne fais pas de la pub là, mais Panasonic qui étaient installées dans les premières voitures Tesla au début des années 2010. Donc on a plus de 10 ans d'expérience, et on s'aperçoit qu'après 300 000 km, la quantité d'énergie stockée n'est diminuée que de 10% à peu près. Ce qui, vous voyez, laisse penser que finalement, et si on pense aussi qu'on va améliorer le nombre de cycles qu'on peut faire avec une batterie, on a fait le petit calcul, ça veut dire qu'en réalité, quelqu'un qui aurait une voiture électrique avec de telles batteries pourrait la garder pour 700 000 km, et s'il fait 13 000 km par an pendant 53 ans. Bon. Peu probable que chacun garde une voiture 53 ans, mais en réalité, sur la base de... Parce qu'il y a d'autres choses qui vont s'écrouler, hein, la batterie va peut-être tenir, mais déjà le conducteur, il va être fatigué, mais... donc l'idée, c'est que dans ces conditions-là, et c'est la base hein, de cette affaire, on peut imaginer qu'il y ait une partie de la vie de ce véhicule qui serve justement au stockage, et une partie pour l'utilisation du véhicule, pour la personne qui l'utilise. Donc, voilà, un petit calcul. À nouveau, c'est pour vous donner des ordres de grandeur. Hein. Moi, j'aime bien donner des ordres de grandeur, c'est quand même ce qu'il y a de plus utile. Si sur ces 1750 cycles, vous en mettez 750 pour la personne, ça veut dire qu'il garde sa voiture quand même 20 ans. Bon, on peut imaginer que dans un monde de plus grande durabilité, on va faire attention de ne pas jeter tous les trucs un peu fatigués trop tôt, mais bon, 20 ans, c'est déjà pas mal pour faire 300 000 km. Et puis 1000 cycles, vous voyez, pour la flexibilité. Et à nouveau, sur la base de
15 millions de véhicules électriques, de la quantité d'énergie qu'il y a dans ces batteries, avec un certain rythme, enfin, etc. On a fait un calcul, ça fait voilà, une capacité de stockage de 13 TWh, hein, c'est ça qu'on avait trouvé. Voilà. Ensuite, l'hydrogène. Alors aujourd'hui, donc ça c'est pour le stockage intersaisonnier. Vous lisez ça, dans le plan de déploiement de l'hydrogène pour la transition énergétique en 2018, le moyen de stockage massif intersaisonnier des énergies renouvelables électriques intermittentes le plus prometteur, l'hydrogène. Alors aujourd'hui, l'hydrogène n'est pas utilisé pour ça. Hein. L'hydrogène est utilisé, d'abord est produit à partir des énergies fossiles, du méthane essentiellement, c'est le reformage pour donner de l'hydrogène, et c'est utilisé essentiellement dans l'industrie chimique. En France, c'est à peu près 1 million de tonnes. 1 million de tonnes, un peu moins, 900 000 tonnes. Demain, ça sera plus compliqué, enfin, c'est un peu ce qu'on peut imaginer, c'est de l'électrolyse, c'est l'hydrogène vert à partir des énergies renouvelables ou de l'énergie nucléaire, et encore un peu sûrement par les fossiles, moyennant qu'il y ait du stockage, de la capture et du stockage de CO2 qui est associé à ce procédé, et puis aussi du reformage de la biomasse. Enfin, j'aurai l'occasion l'année prochaine de faire un cours sur l'hydrogène qui sera plus détaillé. Mais vous voyez qu'il y a tout un tas d'autres utilisations, en plus de l'industrie chimique, la mobilité, certains transports à hydrogène, et puis ça, voilà, ce qu'on appelle gas to power, c'est on utilise l'hydrogène comme stockage, c'est de ça dont je veux parler. Le gros problème, c'est que le rendement est très très mauvais. Au fond, c'est la stratégie power to hydrogen to power, donc électricité donne l'hydrogène, on stocke, et ensuite hydrogène donne l'électricité et on réutilise l'énergie stockée. Le problème, c'est que pour le moment, et on n'a pas amélioré beaucoup cela, même s'il y a des travaux là-dessus, on en est à 25% de rendement, grand maximum. Nous, on a pris 30% dans nos calculs, hein, en disant on va améliorer ça. Voilà, et tout ça s'explique parce que si vous partez alors, 1 million de tonnes d'hydrogène, c'est 33 TWh. Voilà. Donc pour produire 33 TWh, vous avez, il faut 58 TWh d'électricité initiale parce que le rendement de l'électrolyse, c'est aujourd'hui autour de 60%. Ensuite, cette quantité massive d'hydrogène que vous produisez, vous ne pouvez pas la garder sous forme de gaz, donc vous la comprimez ou vous la liquéfiez. Enfin, il y a des méthodes physiques donc, de concentration de cette énergie. Et là, vous perdez de l'énergie à nouveau. Et puis ensuite, il y a l'étape de la pile à hydrogène, c'est-à-dire dans la dernière partie, lorsque vous utilisez cet hydrogène, alors PAC ici, ce n'est pas pompe à chaleur, mais c'est pile à combustible, vous perdez aussi de l'énergie avec des rendements qui sont autour de 50%. Donc au bilan, c'est de l'ordre de 25%. Donc vous partez de 58 TWh et vous ne sortez que 13 TWh. Donc ça, ce n'est pas très très bon parce qu'évidemment, à un moment où on nous dit que l'énergie est quelque chose de précieux, perdre 75% d'énergie, voilà, c'est une vraie difficulté. Voilà. Alors, là aussi, même exercice. Le plus grand électrolyseur du monde, c'est au Canada. D'ailleurs, Air Liquide est impliqué. C'est Hydrogenix Canada. 20 MW, 8 tonnes d'hydrogène par jour, 2900 tonnes par an. Et voilà, pour produire le million de tonnes d'hydrogène actuel, il faudrait donc 340 électrolyseurs du même type. Bon, vous savez bien qu'il y en a zéro. Donc c'est enfin, si on voulait donc produire 1 million de tonnes par cet électrolyseur, ce type d'électrolyse, voilà la quantité à peu près, là aussi, ordre de grandeur.
Et il faudrait une puissance de 7 gigawatts, donc il faudrait multiplier par 1000 à peu près la production d'hydrogène vert. Voilà. Il y a aussi la possibilité, certains l'évoquent, d'aller plus loin, d'aller jusqu'au méthane. Évidemment, il y a des avantages. Les avantages, je les ai mis ici, c'est que le méthane, on connaît bien, hein, c'est le gaz. On sait gérer le gaz dans tous les pays du monde, en France aussi. Il y a des réseaux de gaz. Donc on sait le transporter, on sait le stocker dans des cavités. Vous avez entendu, cet hiver, on a stocké des quantités de gaz, enfin, un peu avant l'hiver, en prévision des difficultés de l'hiver de 2023. La sécurité est assurée, on sait gérer tout ça, voilà, c'est très bien. Le problème, c'est que vous ajoutez une autre étape, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait de l'hydrogène, vous le faites réagir avec du CO2, vous faites de l'hydrogénation du CO2 pour donner du méthane, et vous le stockez. Le méthane, c'est comme l'hydrogène, ça stocke, c'est de l'intersaisonnier, vous pouvez le mettre dans une bonbonne et puis le ressortir 6 mois plus tard pour le brûler et produire de l'électricité. Vous introduisez donc une autre étape qui se fait avec un rendement voilà, de cet ordre-là, donc à nouveau perte d'énergie, puis la combustion du méthane, et se fait aussi dans des centrales thermiques où les rendements ne sont pas de 100%, et donc à nouveau perte d'énergie. Et puis il faut penser à ça, si vous voulez utiliser du CO2 pour faire cette transformation, il faut capturer le CO2, le transporter, enfin, etc. Donc c'est des coûts supplémentaires. Au bilan, voilà, vous avez encore un peu moins d'électricité. Oui, ça c'est un autre papier qu'on a publié pour parler de cette affaire-là. Voilà. Et donc, quelle quantité on doit stocker réversiblement? Et je vous présente ça maintenant rapidement, les scénarios 100% et les scénarios 50-50. Bon, ça je l'ai déjà montré, c'est pas la peine. Voilà donc les hypothèses. En 2019, on a à nouveau ces données-là, vous les avez vues. Et en 2050, on a le scénario 100%, 750 TWh, beaucoup d'éolien, beaucoup de solaire, et l'hydro est pareil, et la biomasse est légèrement augmentée, enfin pas légèrement, un facteur 4. Voilà nos hypothèses. Et il y a le scénario 50%, où au lieu d'avoir 0 ici, vous avez 375 de nucléaire, et le reste, c'est l'éolien et le solaire. Alors, vous voyez ici deux remarques. Donc la consommation totale est de 1500 TWh, elle est inférieure à ce qu'il y a aujourd'hui, mais elle n'est pas à 1000 ou 900 comme dans les scénarios SNBC, ou négawatts, etc. Elle n'est pas à 1100 comme dans les scénarios RTE. L'électricité est à 50%, d'accord? C'est pour ça qu'on part de 750 et pas de 470. Et là, on a fait une hypothèse de beaucoup plus d'éolien et de solaire. On s'est aperçu que c'était une hypothèse que nous étions un peu les seuls à faire, parce que dans beaucoup de scénarios, il y a plus de solaire que d'éolien. Alors nous, à nouveau c'est anecdotique, mais on a mis plus d'éolien et de solaire simplement sur la base que le facteur de charge de l'éolien est meilleur que le facteur de charge du solaire, et que donc c'était plus rentable énergétiquement d'avoir plus d'éolien que de solaire. Mais voilà. C'est ce qu'on voit ici. Hein. Vous voyez, ici en orange, ce sont nos scénarios, et en bleu, c'est les scénarios de RTE. Vous voyez, M0 et N03. Donc M0, il y a 0 nucléaire. Donc comme vous le voyez dans les scénarios RTE, le solaire est plus grand que chez nous, et l'éolien est moindre. Et dans les scénarios N03, c'est la même chose. On a plus d'éolien que dans RTE, et on a moins de solaire que dans RTE, mais voilà, il y a des petites différences, c'est pour vous donner un peu un ordre de grandeur. Voilà. Méthodologie, je ne sais pas si tu en parleras un petit peu, oui. Voilà, donc nous utilisons le logiciel de RTE Ecodemix qui nous donne à tout moment les données de consommation et de production à la seconde. Hein. Voilà. On calcule l'écart entre consommation et production, qu'on appelle la réserve. Donc cette réserve, il faut l'annuler pour équilibrer, pour retourner à l'équilibre. Si elle est négative, il faut stocker, c'est-à-dire il y a un excès de production. Si elle est
positive, il faut apporter le stock pour assurer la consommation. Et puis on représente cette réserve soit chronologiquement, comme je l'ai fait tout à l'heure, vous allez voir, soit suivant un tri par valeur croissante sur l'année, c'est-à-dire une monotone, on part du plus négatif et on va jusqu'au plus positif, vous allez voir ce que ça représente. Ça a un intérêt, cette représentation, c'est parce que la pointe de fourniture du stock est indiquée, la valeur maximale à assurer, et la quantité annuelle à transférer est aussi donnée par cette courbe, puisque c'est la surface entre l'abscisse et la courbe. Et c'est ce qu'on voit ici. Alors, ici, vous vous souvenez, c'était 2019, et voilà ce que c'est en 2050 avec les deux scénarios. Alors, on voit tout de suite qu'avec 100% d'énergie intermittente, la différence entre production et consommation est massive. C'est pas étonnant, mais il y a des moments où il y a beaucoup plus d'énergie solaire et éolienne, et puis il y a des moments où ça manque cruellement. Donc, c'est des quantités énormes. Et évidemment, vous voyez que les différences sont moins grandes lorsque vous avez du nucléaire, parce qu'il y a moins d'intermittence. Voilà, c'est assez évident. Mais si je prends maintenant le scénario 100% d'énergie renouvelable, donc je rappelle les conditions ici. Hein. Alors évidemment, la première remarque, c'est que dans de tels scénarios, mais je l'ai déjà dit, il faut accélérer à une vitesse très 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 supérieure l'installation de capacité, hein, éolienne et solaire. Hein. Il faut multiplier par 4 le photovoltaïque, par 7 la vitesse d'éolien, d'installation d'éolien. Donc vous voyez, on est actuellement autour de 1 gigawatt par an, il faut passer à 4-7 gigawatts par an. On est très loin du compte hein, pour le moment. Mais néanmoins, disons qu'on sache le faire. Donc ça, vous l'avez déjà vu. Et voilà la monotone. Toute la partie ici, ce sont les périodes, ça cumule toutes les périodes où vous avez un excès de cette production éolienne et solaire. La surface, ici, nous donne 159 TWh. Hein, vous voyez, aujourd'hui, je l'ai dit, c'était 11 TWh. Donc c'est absolument colossal. Ça veut dire qu'il faut stocker cet excès d'électricité qu'on doit redonner dans la partie où il en manque. Ici, c'est 159 TWh, c'est un facteur 11 par rapport à la situation d'aujourd'hui. Ça veut dire que c'est à peu près l'équivalent de qu'il faudrait multiplier par 26 les steppes en France. Vous voyez, il faudrait faire 26 nouveaux méga-barrages. Il y en a 5 aujourd'hui. Bon, c'est évidemment pas par ça qu'il faut le faire, mais c'est à nouveau pour vous donner... on n'y arrivera jamais comme ça, mais voilà. Et on a pu décomposer ces 159 avec une partie journalière, hebdomadaire et saisonnière. Et ce que vous voyez tout de suite, c'est que la partie saisonnière est très très importante. D'ailleurs, vous le voyez dans les courbes. Il y a des grosses différences en été et en hiver, et donc la partie saisonnière est très importante. Donc ça fait donc 90 TWh d'intersaisonnier. Ça, c'est une sorte de loi qu'avait établie Dominique avec Wagner et des collègues. Les moyens de flexibilité doivent être dimensionnés de façon à transférer au cours d'une année environ 25% de la production des énergies intermittentes. Donc c'est une règle qui marche assez bien. C'est-à-dire que quand on vous dit, voilà, je veux tant de térawattheures de production d'énergie intermittente, vous faites 25% et vous avez à peu près la valeur de la quantité de stockage dont vous avez besoin. Ça marche presque à tous les coups. Voilà. Alors, donc, comment vous faites pour ces 159 TWh? C'est absolument colossal. D'ailleurs, j'espère qu'on n'arrivera jamais à une situation pareille, parce que vous allez voir, c'est très difficile. Donc, voilà, 159 TWh que vous stockez, enfin, ou que vous effacez, donc par des échanges, on a proposé 16 TWh. La demande 8 TWh, c'est assez supérieur à ce qu'il y a aujourd'hui, hein, mais on force un peu là-dessus. Les steppes, on n'en a pas un de plus, donc on le maintient au chiffre actuel. Les batteries, vous voyez, les 25,5, c'est ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, c'est les 100 méga-batteries, mégapack, plus les véhicules to grid, les voitures individuelles qui sont utilisées. Voilà.
Et une fois que vous avez fait la somme de tout ça, qui est déjà énorme, hein, il vous manque 102,5 TWh, et donc là, vous faites de l'hydrogène, vous le stockez sous forme d'hydrogène. Dans un monde où il n'y a pas de nucléaire, pas de fossiles, c'est ça qui vous... Enfin, vous êtes obligé de faire ça. Si vous ne faites pas ça, le système s'effondre. Voilà. Et 102 TWh, c'est vous stockez 1,8 million de tonnes d'hydrogène. Vous êtes capable de... À nouveau, on ne sait pas produire aujourd'hui des petites bulles d'hydrogène par électrolyse de l'eau. Aujourd'hui, donc ça nous dit qu'on serait capable de faire 1,8 million de tonnes par électrolyse de l'eau. Le problème, c'est qu'au moment où vous redonnez tout ça, il y a des rendements. Si on prend les steps à 80%, les batteries à 80% et l'hydrogène à 30%, hein, pas à 25% mais à 30%, et les échanges et la demande sont sans perte, le problème c'est que vous perdez un peu sur les steps, bon 80%, les batteries vous perdez un peu, et l'hydrogène vous perdez massivement. Donc vous arrivez à 80,8 TWh, bah pour arriver à 159, il manque 78. Voilà, c'est ça la réalité. Et c'est ce qui est représenté ici. Voilà le surplus, les 159, et il faut que vous redonniez 159 et il manque 78. Comment on fait ? Voilà la problématique qui est posée lorsqu'on est plein d'intermittentes. C'est à ça qu'on est... alors, à nouveau, hein, les Allemands, dans ces conditions-là, ils font du gaz et du charbon, quoi. Voilà. Et en plus, ils en font beaucoup parce que les mégabatteries, ça n'existe pas, et que le véhicule to grid, ça n'existe pas non plus. Voilà, alors, voilà, c'est ce qui est ici. Hein, pour produire les 78 TWh qui manquent, évidemment, il faut faire quelque chose. Soit vous faites encore plus d'hydrogène, donc vous stockez encore plus pour retomber ici, hein, c'est ça la logique. Mais là, les calculs montrent qu'il faut produire 4,5 millions de tonnes d'hydrogène, hein, ça veut dire 6 fois plus que ce qu'on fait aujourd'hui, mais par électrolyse, hein, sans fossiles. Mais ça veut dire qu'il faut rajouter des capacités massives d'éoliennes et de solaire rien que pour ça. Ou alors, vous introduisez des centrales pilotables, thermiques. Et là, évidemment, l'idéal, c'est de ne pas prendre du charbon. Là, dans ce cas-là, 100% de renouvelable, vous ne pouvez pas prendre du gaz naturel, puisqu'il n'y en a pas, dans l'hypothèse. Donc, il faut que vous preniez d'autres gaz. Et notamment, ce qui est évoqué, c'est du biogaz, mais à nouveau, ça rajoute de la complexité au système. Voilà. Bon, c'est ce qui est dit ici, mais je ne vais pas en dire tellement plus. Scénario 50%, vous allez voir tout de suite que c'est plus confortable. Hein. C'est évident. Je ne rentre pas dans le détail. D'abord, la vitesse d'installation des capacités est moins forte. Dans notre système où il y a moins de PV que d'éolien, eh bien, vous pouvez maintenir votre rythme d'installation d'aujourd'hui, 1 gigawatt par an. Par contre, il faut accélérer un peu l'éolien. La quantité nucléaire, à nouveau, 375, c'est à peu près ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit totalement abracadabrante. Voilà. Et vous avez quand même des différences à cause de cette quantité significative, hein, très importante, malgré tout, d'éolien et de solaire, 275 TWh, alors que ça fait 10 fois plus, hein, à peu près, qu'aujourd'hui. Et donc, vous arrivez à la même représentation, et là, vous apercevez que c'est plutôt 70 TWh, donc c'est 90 TWh de moins que vous avez à régler, et vous avez un peu moins d'intersaisonniers. Voilà la situation. Et donc, par le même raisonnement, vous arrivez, alors je vais le représenter ici, vous avez vos 70 TWh, à cause des problèmes de rendement, il vous manque 32. Alors, il ne vous manque pas 70, donc la pression est moins grande. Mais comme vous vous autorisez, excusez-moi, et dans ce système, on arrive là sans, j'aurais dû le dire ici, sans batterie, on n'invente pas ce système de véhicule to grid, on ne le met pas en place, on imagine qu'on ne fera pas les 100 mégabatteries,
Donc on s'exonère de cette problématique-là. Et on a les steppes, on joue sur la consommation, on a une part d'échange qui est un peu réduite, qui est plus raisonnable de notre point de vue, et il manque 32 TWh. Mais comme on s'autorise du nucléaire, évidemment, on fait un peu plus de nucléaire, et on complète avec 32 TWh, ça fait 4 réacteurs de plus. Donc voilà, si on a, pour faire 370 TWh, je ne sais pas, une quarantaine de réacteurs nucléaires, hein, on en a 50 et quelques aujourd'hui, si on a 40 réacteurs nucléaires, bon, on en rajoute 4 et on règle le problème. Voilà, on peut aussi, parce qu'il y aura du gaz et du biogaz, on peut aussi faire ça. Je pense d'ailleurs que, comme je l'ai dit plusieurs fois, il y aura du gaz naturel pendant un certain temps. Voilà donc le résultat de cette étude. C'est dans une situation où vous introduisez beaucoup, et je crois que ces données-là, nous avons été pratiquement les premiers à les fournir, ces ordres de grandeur, d'expliquer combien de térawattheures il faut stocker. C'est colossal, 160 TWh, donc enfin, les 159. Avec du nucléaire, c'est moins, et c'est plus facile à traiter. Et à nouveau, je le répète, les échanges transfrontaliers, ça existe, on peut jouer dessus. La demande, la flexibilité de la demande, ça existe. Bon, on ne peut pas non plus exagérer trop l'arrêt de toutes les entreprises à un moment donné où ça manque, ou demander à tout le monde d'arrêter de... Enfin, si on peut demander aux gens d'arrêter de passer l'aspirateur, mais bon, donc il y a une limite de toute façon dans tous les scénarios. Et il faut noter que le stockage électrochimique, les batteries à cette échelle-là, c'est encore non mature industriellement, et le stockage chimique par l'hydrogène, en dehors des problèmes de rendement que j'ai évoqués, c'est non mature industriellement non plus, quand on parle de l'hydrogène vert. Si on doit continuer à faire de l'hydrogène avec du méthane, des fossiles, évidemment, ça change tout. Voilà. La conclusion, c'est ça. Je vais prendre quelques minutes quand même pour introduire le sujet de Dominique. La conclusion, c'est que c'est ma position, et c'est la position de plus en plus de monde, je crois. Il faudra de l'éolien et de solaire, mais on ne peut pas imaginer, en tout cas aujourd'hui, et même dans les 30 ans à venir, compte tenu des conditions sociales, économiques, industrielles, technologiques, avec tout un tas de technologies qui ne sont pas du tout matures, on ne peut pas imaginer 100%. Il y aura des quantités plus haut possible, mais limitées, de ces énergies intermittentes. Cette intermittence, ça passe obligatoirement par des besoins massifs en stockage d'énergie qui ne sont pas disponibles aujourd'hui. C'est ce que je mets ici. Le stockage intersaisonnier est le plus problématique, parce que l'hydrogène est une des rares solutions, et on voit que ça a plein de problèmes. Et donc, on n'échappe pas à la question d'avoir des capacités pilotables. Donc, soit, parce qu'on n'est pas arrivé avec les choses décarbonées, ça sera du gaz naturel, hein, c'est ce que fait l'Allemagne. Soit, ça sera du gaz décarboné, si on arrive à faire du biogaz suffisamment à partir de la biomasse. Voilà, ça sera de l'hydrogène, un petit peu. Bon, ça, je n'ai pas besoin d'en dire. Je voudrais terminer là-dessus. Comment se positionne notre étude par rapport à RTE? Il y a plein de choses qui vont bien, qui sont en accord, et puis d'autres qui ne vont pas bien, sur lesquelles on a apporté une critique, y compris à RTE. Et c'est le sujet que va traiter Dominique. Ça fera un bon complément à ce que je vous ai raconté. Mais ici, j'ai pris un texte de RTE. Très rapidement, tous les scénarios sont construits pour assurer le même niveau de sécurité d'approvisionnement. Bon, tant mieux, c'est le minimum qu'on lui demande. Donc, mobilisation massive des leviers de flexibilité dans tous les scénarios. On est d'accord. Donc, les steppes, les batteries,
les flexibilités de consommation, donc recharge véhicule électrique, hein, c'est le véhicule to grid, forte incertitude sur l'acceptabilité des consommateurs. Hein, c'est sûr que voilà, y a quand même des gens qui ne vont pas trop aimer, pas être sûrs de... Enfin, tout ça sera géré par tout un tas de systèmes numériques extrêmement perfectionnés. Et la production thermique, donc une nécessité, vous voyez, dans les scénarios à haute part en énergie renouvelable, pour disposer de gaz vert. C'est ce que j'ai dit. Et puis les interconnexions. À nouveau, sans rentrer dans le détail, si on compare N03, donc chez RTE, c'est 50% d'énergie nucléaire, donc ça ressemble à notre scénario 50%, et M0, ça ressemble à notre scénario 100% de renouvelable. Et bien, ce que vous voyez tout de suite ici, c'est que pour le scénario N03, donc en jaune, vous avez le nucléaire, donc il y a une part nucléaire importante, mais vous avez en gris, ici, une quantité massive d'interconnexions. Ça, c'est la grosse différence avec nos scénarios, et c'est là-dessus qu'on n'est pas d'accord. On passe de 10 à 40 gigawatts d'interconnexion. Donc ça sous-entend la chose suivante, c'est que quand il n'y a pas de soleil et pas de vent en France, il y en a en Allemagne. D'accord ? Vous comprenez qu'il y a un petit bug dans le raisonnement. C'est clair qu'il fait nuit aussi en Allemagne, et en Espagne aussi, et enfin en Europe. Et l'autre question, qui est très poussée par RTE, c'est quand il y a plein de vent en Allemagne et qu'il n'y en a pas en France, ben l'Allemagne peut transférer son électricité ou l'inverse. Évidemment, toutes ces hypothèses-là de 100% renouvelables, c'est une hypothèse qui se place aussi dans un contexte où la même chose est faite en Europe, c'est-à-dire qu'on va vers 100% de renouvelables dans tous les autres pays, hein, bien sûr. Voilà, ça c'est la grosse différence. Il y a voilà, et dans ces scénarios, il n'y a pas besoin de gaz, de batterie, donc on est dans le même schéma. Par contre, dans le scénario M0, vous avez aussi, vous le voyez ici en gris, donc partout dans tous les scénarios, vous avez énormément d'interconnexions. Et puis vous avez ici, alors, beaucoup de batteries, hein, donc développement massif de batteries, de zéro, parce qu'il n'y a rien aujourd'hui, à 25 gigawatts de ces méga-batteries. Et puis vous avez un développement aussi massif de centrales thermiques. C'est la partie, vous voyez ici, je ne sais pas quelle couleur c'est, mais enfin violet foncé. Voilà. Et donc ça, c'est les différences, mais la grosse différence, c'est cet aspect d'interconnexion. RTE, essentiellement, résout le problème avec des interconnexions, c'est-à-dire en faisant confiance aux voisins. Et ça pose quand même un problème, comme vous allez le voir. Et ça, et j'en ai terminé là-dessus. C'est aussi un texte de RTE voilà, qui dit assurer la sécurité d'approvisionnement nécessite de disposer d'un minimum d'unités de production pilotables utilisant des combustibles décarbonés. Évidemment, comme on ne veut pas de fossiles, il faudra de la pilotabilité par des... Donc, on évoque à nouveau le biogaz et l'hydrogène. Et donc, dans les scénarios M, de nouvelles centrales thermiques devront être mises en service. Jusqu'à 40 à 60 centrales, soit le double ou le triple d'aujourd'hui. Donc, c'est exactement le scénario de l'Allemagne. C'est si nous avons beaucoup d'énergie intermittente, il faudra construire des centrales à gaz. Et évidemment, si on n'arrive pas à faire massivement du biogaz, ça sera du gaz naturel. Voilà, c'est la situation de l'Allemagne. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je raisonne. Et dans le scénario N03, qui est l'équivalent de notre 50% de nucléaire, il n'y a nul besoin, en tout cas c'est ce que dit RTE, de ces centrales thermiques. Ça fait une très très grosse différence, hein, bien sûr, sur la pression du système. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Dans les calculs, RTE et nous, ça correspond à peu près. Ça, c'est des données que m'a donné Dominique il n'y a pas longtemps. Vous voyez, nous, on est à nos 159 dans le scénario 100%. RTE dit 145. Alors,
Donc ce n'est pas très différent. Il leur en manque moins parce qu'évidemment, il y a un paquet d'échanges énorme et il y a beaucoup de batteries. Enfin, des choses qui nous semblent, pour le moment, irréalistes. C'est la conclusion que je tire. Et dans les scénarios N03 ou 50%, nous, on y arrive en mettant un peu plus de nucléaire, RTE à nouveau, en mettant beaucoup d'interconnexions. Voilà. Je crois, et j'ai fini, je crois voilà, que j'espère que j'ai réussi à vous montrer de façon rigoureuse, réaliste, la problématique du stockage, les difficultés, et j'en termine là. Je vais passer la parole à Dominique, et comme d'habitude, nous discuterons de ces aspects-là et de ceux de Dominique, mais tout ça est cohérent après sa présentation. Je vous remercie.